Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Dans 15 ans, moi j'imagine le monde du travail conduit par l'excellence opérationnelle. On n'a pas le choix. Je pense sincèrement qu'il nous faudra être piloté par une énorme discipline et une grande autonomie. Et donc ça veut dire par axer toute notre relationnel par la confiance. Il va falloir qu'on se fasse confiance. On a réussi à passer le monde cette étape du télétravail. On va arriver dans 15 ans dans d'autres considérations et notamment, j'imagine, dans le Result Only Work Environment. Donc, ça veut dire que tout le monde se fait confiance et tout le monde arrive à atteindre, quel que soit le temps qu'il va y passer, à atteindre les objectifs sur lesquels il s'est engagé, tout simplement. Un bras cassé ou broken heroes est une personne qui n'est pas au bon poste ou dans un bon environnement de travail pour elle. Or, nous pouvons tous le devenir à un moment donné de notre carrière. Alors, comment faire pour ne pas se retrouver dans cette situation et comment les entreprises peuvent éviter de transformer leurs collaborateurs en bras cassés ? Guillermo Di Bisotto est passionné par l'étude des interactions humaines. Cela lui permet de proposer une approche éthique de la vente et du marketing qui correspondent mieux aux entrepreneurs. Auteur de 7 livres sur ces sujets, son prochain livre, Boss avec les stars, déviance constatée d'une gestion délicate de la richesse humaine et remèdes à y apporter, parle de l'évolution du monde du travail et des bras cassés, sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Ce sujet touche à de multiples thématiques que nous retrouvons dans les organisations. Le management et la gestion RH, bien sûr, mais également la posture du dirigeant, l'organisation de l'entreprise et la délimitation des responsabilités, et la possibilité pour les collaborateurs de gérer leurs ressources. Une approche passionnante qui montre à nouveau la nécessité de remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Guillermo, quel verbe d'action te représente et pourquoi ? S'il y a un mot qui retient mais exclusivement mon attention, pour moi, sans hésiter, je te dirais entreprendre. Cependant, je ne prends pas juste comme entreprendre une entreprise, un projet, déposer ses statuts au CFE, tu vois. Pour moi, entreprendre est plus large. Je pense qu'il s'agit vraiment de se dire d'entreprendre sa vie, d'entreprendre sa famille, d'entreprendre son couple, ses enfants, tu vois. Et ça veut dire derrière prendre soin. Pour moi, ça veut dire ça. Tu vois? Je pense que, chaque décision, elle relève d'un choix et d'ailleurs, je suis pas OK avec l'idée de dire que choisir, c'est renoncer. J'imagine que tu connais, cette, célèbre, phrase qu'on sort à tout va et puis d'ailleurs, je laisse ça à ceux qui se sentent bien, tu sais, dans la toxicité du non-choix, validé par une société sans cesse plus perverse. Mais en tout cas, hem pour réussir dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est ultra important, de choisir, d'être courageux et d'être à la fois autonome et muni d'une discipline remarquable. Et ça, c'est la base de tout. Tu sais, hem, les 2 premiers livres que j'ai lus qui m'ont vraiment inspiré, c'est le livre de Jim Collins, et que je te conseille, de lire à ton tour et à tout le monde d'ailleurs. Il s'agit de Bâti pour durer et de la performance à l'excellence. Alors pourquoi je te disais, que entreprendre, c'était le mot qui résonne le plus en moi? Tout simplement parce que tu sois dans une entreprise, hiérarchisée ou bureaucratique, ou que tu sois dans une entreprise naissante ou voilà, que tu sois dans une start-up, entreprendre est important. Hem,
dans Bâti pour durer de la performance à l'excellence, Jim Collins, il dit qu'il y a 4 types de sociétés. 4 types. Et il les classe selon l'autonomie et la discipline, qui pour lui, c'est véritablement les 2 organes, on va dire les 2 composantes, de l'excellence. D'accord? Et il dit, tout simplement que, quand tu as pas beaucoup d'autonomie et que tu as pas beaucoup de discipline, tu es dans une entreprise bureaucratique. Quand tu n'as pas beaucoup d'autonomie, que tu as beaucoup de discipline, tu es dans une entreprise hiérarchisée. Quand tu as beaucoup d'autonomie et peu de discipline, tu es dans une entreprise naissante. Et quand tu as les 2, autonomie et discipline, tu es dans une entreprise excellente. Et je pense sincèrement que, voilà, on se dirige vers un entrepreneuriat par choix. On est, voilà, d'ici 2030, il y a il y a cette étude de Dell et de l'Institut du futur qui dit que on va avoir en moyenne 8 employeurs, je comprends ça avec clients et sources de revenus différents en 2030 et qu'il va falloir faire des choix courageux d'ici là. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué justement dans ton parcours professionnel? Ben, puisqu'on on est en train de parler un petit peu de management, de l'évolution du monde du travail, euh, il y a une, une histoire qui retient vraiment mon attention. C'était vers 2010, 2009, 2010. euh, donc j'étais dans une société d'assurance et il se trouve que en 4 mois, beh, j'avais explosé les compteurs, hein, puisque, voilà, j'étais un excellent commercial, à cette époque. Je faisais si tu ramènes à cette période, hein, si tu harmonises les la période, j'ai fait 400 du chiffre, qu'on attendait de moi. Voilà, hein, on demandait de faire 100 000 à un salarié en 1 an. En 4 mois, j'ai fait 120 000. Donc, voilà, ça te donne un peu l'idée. Pour me remercier, hem voilà, pour me remercier, on me dit: «Bah, écoute, on va te proposer un contrat de salarié». Alors, pont d'or, hein, à 60 000, voiture, machin, et cetera. Alors, j'ai pas le permis en plus, mais voilà, donc on me fait un super beau contrat, que j'accepte parce que j'en suis véritablement flatté d'être finalement, inclus dans, entre guillemets, cette famille. Et puis, il se passe, un moment, alors que je ramène, quasiment un contrat par jour à un moment. Mmh. Un moment, j'arrive à 11 heures en fait, parce que, la veille, j'avais une soirée entrepreneuriale. J'avais, voilà, j'étais rentré à plus de minuit et je rencontre, le PDG, qui me sermonne et qui me dit: «Quoi, tu arrives à 11 heures, mais qu'est-ce que tu fais?» Et j'ai dit: «Attends, excuse-moi, mais j'ai fait une soirée entrepreneuriale, hier, je suis rentré à minuit. J'étais un peu fatigué, donc j'ai un peu rattrapé, quoi». Il dit: «Non, non, non, tu pas compris. Maintenant, tu es en CDI, tu nous appartiens 35 heures par semaine». Bon, je te laisse imaginer que, à ce moment-là, ils m'ont perdu, hein, véritablement. J'appartiens à personne, j'appartiens à moi-même à la base, hein, tu vois? Donc voilà, c'est ça m'a vraiment, perturbé. Je me suis Ouais. après, intéressé, à tout ce qui pouvait générer d'un côté l'excellence opérationnelle au niveau, du commercial et puis après, je me suis parallèlement j'ai commencé à m'intéresser justement à tout ce qui est, tu sais, ces fameux, KPI, hein, les indicateurs clés de performance, qui, pour moi, à mon sens, est un non-sens humain, hem, pour, m'orienter plutôt vers les KVI, les indicateurs clés de valeur et évidemment, après je me suis, intéressé, à toute une théorie que je pose, hein, sur les bras cassés, les broken heroes, hein. Comment on devient finalement, inefficace, inefficient à un poste donné, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais. Ça justement, on va en parler. Je trouve que ton exemple montre très bien justement, ce dont tu as parlé juste avant. C'est-à-dire que tu étais dans une entreprise où il y avait la discipline, mais pas l'autonomie. Il y avait la discipline et encore, c'est un peu discutable, ça dépend ça dépend de qui tu parles évidemment, à qui tu fais référence sans le savoir. Mais oui, oui, bien sûr, c'était un peu l'idée. Il y avait beaucoup de discipline, pas d'autonomie et c'est vrai qu'il y avait il y avait ce petit changement de dynamique, heu, humaine, on va dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais, quand j'étais indépendant pendant 4 mois, c'est un peu alors l'idée, hein, de dire: «Tiens, en fait, j'ai vu», le directeur commercial qui vient de me voir: «Tiens, j'ai vu que tu avais un rendez-vous avec Coca-Cola, dans 3 mois. Est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce qu'on peut le travailler ensemble? Ça me botterait vraiment d'aller voir Coca». Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui prend un rendez-vous avec eux, machin et cetera. Il y avait cette relation partenariale
Ouais. Et du moment où j'ai été salarié, en fait, ça a été la notion de contrôle. C'est pour ça que je te parle des KPI, parce que c'était, tiens, tu me photocopieras ton emploi du temps de la semaine dernière, tu vois? Et c'était systématique. Et je pense que la notion de contrôle, donc induit par les KPI, induit la médiocrité opérationnelle. À un moment, je pense que tout se fonde sur la confiance que l'on peut avoir envers les collaborateurs avec qui on est amené à travailler, tout simplement. Voilà, si tu as plus de confiance, il y a plus, voilà, tu n'es plus source d'excellence dans ton management, je pense. Voilà, c'est ma façon de voir le truc, mais voilà. Oui, et leur faire ressentir cette confiance, justement. Bah oui, bien sûr. Bah, à partir du moment où tu as quelqu'un qui dit: «Est-ce que écoute, j'ai vu dans 2-3 mois que tu avais un rendez-vous, franchement ça me botte» et presque il y a une notion de jeu qui s'installe, tu sais? Heu, de soutien, tu le sens, tu vois? À partir du moment où la dynamique, elle s'inverse totalement, où finalement tu appartiens à quelqu'un, finalement, bah, ça devient beaucoup moins drôle, de travailler pour quelqu'un. Tu vois? Alors, tout le monde n'est pas évidemment n'a pas ce type de management, fort heureusement, hein. Donc, mais voilà, ça existe en tout cas. Justement, on en arrive aux bras cassés. Qu'est-ce que tu appelles les bras cassés ou broken heroes? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, avant, de parler du bras cassé, heu, comme je pars du principe et c'est extrêmement important de commencer par là, c'est que je pars du principe qu'une personne dans une entreprise, quand elle rentre dans cette entreprise, elle veut bien faire. Mmh. C'est extrêmement important. D'accord? Avant de te parler, heu, du bras cassé, je vais te parler d'abord de la star, du coup. La star, c'est la némésis, hein, du broken hero, c'est la némésis du bras cassé. C'est l'employé, de classe, de triple A, tu vois? Et ce qui est intéressant, c'est, cette équation que Napoleon Hill, pose dans «Réfléchissez et devenez riche», hein, pour aller plus vite, c'est au dernier chapitre. Il dit: «Une star plus une star», alors sous-entendu dans un service, c'est la productivité de 3 personnes et comme c'est exponentiel, tu en rajoutes une, tu arrives à la productivité et le talent d'une équipe de 7 voire de 9 personnes. Voilà. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que, dans les faits, les stars, elles développent un lien invisible qui vont leur permettre de se comprendre sans forcément se parler. C'est ce lien invisible qui va stimuler leur créativité, d'élaborer de manière continue en mode solution et ça, c'est super important, pas en mode on n'est plus du tout en mode problème, on est en mode solution et enfin, elles vont éprouver un réel plaisir, à collaborer. D'accord? Donc, concernant le bras cassé, on ne naît pas bras cassé ou braconnier, on le devient, hein et je pense que c'est à la mesure de la tolérance, à l'inefficience, hein, du duo. Parce que c'est vraiment ce duo est clé dans ce que je pose, hein. Le duo manager RH, face à une succession de braquassages, on y reviendra avec cette notion de braquassage, hein et surtout et ça, c'est je pense que, qu'on a la clé de la compréhension du modèle, à la normalisation des transgressions de cadre, hein, que, ce que j'appelle la bracassitude gangrène. Hein, je reviendrai, hein, sur le bracassage et bracassitude, hein. Donc du coup, un bras cassé, c'est quoi? Beh, c'est une personne qui n'est pas au bon poste, d'accord? Ce n'est jamais une personne toute seule, c'est une personne par rapport à un bon poste et par rapport à un bon environnement. Tu prends ce bras cassé, tu le mets à un autre poste ou tu le mets au même poste dans une autre entreprise, ça peut devenir dans un autre environnement, du tout, ça peut devenir une star, sans aucun souci, hein. Il ne s'agit pas de condamner les êtres humains qui travaillent dans les entreprises, hein, bien évidemment. Il s'agit de considérer le poste donné et l'environnement de travail dans lequel la personne évolue. Et ce qui est intéressant, si tu veux, dans cette notion de cadre qui sont sans cesse, transgressés, c'est qu'un cadre fonctionnel, il doit pas être tacite, hein. Il doit être posé en amont afin que chacun puisse assumer la responsabilité de ce qui lui arrive sur son périmètre, tu vois? Pour te reprendre cette histoire d'horaire, hein, d'ailleurs précision, Amandine Maillot dit, que la consigne ne fait pas le cadre, mais peut en faire partie. Ça veut dire que tu peux avoir des consignes dans un cadre toxique. C'est très important que le cadre, et la consigne, c'est 2 choses différentes. La consigne peut faire partie du cadre, hein, d'accord? Donc le cadre qui m'était posé, c'était que je me donne à fond dans ma mission,
pour amener du chiffre. D'accord? Et à ce moment-là, je faisais largement plus de 35 heures par semaine. Si j'avais accepté et naturellement et avec plaisir, hein, tu je débarquais dans des soirées entrepreneuriales, je vendais des assurances à la base et je disais: «Bonjour, je m'appelle Guillermo, je suis gestionnaire d'emmerdes juridiques». Je faisais un peu mon Belmondo, mais ça marchait, tu vois? Donc forcément, j'avais 9 rendez-vous, 10 rendez-vous, je faisais plein de contrats. Mais bon, voilà. Heu et donc l'idée, c'est d'avoir cette histoire cette notion d'appartenance, tu sais? Tu nous appartiens 35 heures par semaine et là, techniquement, par rapport à ce que je pose, c'est un braquassage en management. D'accord? C'est une question d'ego, c'est une question de peur parce que, cette personne était certainement, conduit par la peur, face à un contrôle au niveau, de l'inspection du travail ou, voilà, par rapport au droit du travail, par rapport à ce genre de choses, hein. De toute façon, il y avait plein de juristes qui pouvaient dire, qui pouvaient attester, hein, que, le droit du travail, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vois? Mais donc du coup, à partir ce moment-là de ce moment-là, et bien, je n'ai pas accepté ça. Si j'avais accepté ça, progressivement, j'aurais arrêté, j'aurais arrêté ces élans créatifs, tu vois? D'aller en soirée. Je me serais dit: «Ah, je m'arrête à 5 heures les gars, hein, arrêtez de me demander de faire plus». Je serais rentré en conflit, je serais devenu un bras cassé à mon niveau, tu vois? Et j'ai failli l'être. J'ai failli l'être. Je me suis posé la question, tu vois? Et je t'avouerai même pour la petite histoire, je me rappelle alors on m'avait demandé en fait, hein, on me proposait ce poste de salarié pour, tout simplement, heu, transmettre mes bonnes recettes au niveau commercial à une équipe de 15 personnes à Melun, ça s'invente pas, et je leur avais demandé si tu veux, je lui ai dit: «Mais écoutez les gars, je suis juste sympa, hein, vous me demandez de transmettre mes recettes, mais je ne sais pas comment je fais et donc il me faut des formations». Voilà, donc payez-les-moi plutôt qu'à d'avoir, la bagnole, j'ai pas le permis, je m'en fous, payez-moi les formations. Bon évidemment, je te spoil un peu le truc, j'ai payé mes formations, ça va de soi. Mais, à mon compte et je les ai fait le week-end. Donc je travaillais, 35 heures, mais peut-être largement plus à la semaine et puis après le week-end je faisais ma PNL, heu, mon coaching, d'organisation, de dirigeant, tout ça et cetera. Bref et je me rappelle très bien, la question m'a été posée, heu face à la reconduction et la CDIsation, c'était un peu, si tu étais à ma place et que tu te proposes est-ce que tu te proposerais de signer un CDI? Et je lui dis: «Absolument pas, parce que les conditions, d'un travail que tu me proposes ne me conviennent pas». Je suis, dans ma tête, déjà à cette époque, je me considérais comme entrepreneur et la personne, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit: «Mais écoute, je te signe quand même ton CDI et bon, tu réfléchis, hein, tu laisses passer, on en reparle après». Bon, bah, j'ai rompu, à l'amiable 2 mois après et puis, je suis devenu, directeur commercial du centre de formation qui m'avait formé, tout simplement. Tu vois? Je suis parti. Je pense que j'ai fait un choix courageux, entrepreneurial et un choix courageux. Voilà et je pense qu'on a, tout intérêt à avoir à choisir, le courage comme valeur, dans cette, voilà, je pense que c'est vraiment cette question, ce qui fait ce qui crée le bras cassé, c'est véritablement beaucoup cette, notion de transgression de cadre et la transgression de cadre, c'est quand tu es incapable de faire des choix. Tu vois? Tout est lié par rapport à ce que je te dis, hein, vraiment entrepreneuriat, bras cassé, Broken Arrows, tout ça, c'est voilà, je pense que c'est ça. J'allais justement te poser la question, comment éviter de devenir un bras cassé? Tu as commencé à nous répondre à ce sujet. Ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est qu'effectivement, par rapport quand tu dis, au poste et à l'environnement, alors toi, tu étais dans le bon poste, mais l'environnement ne te correspondait pas par rapport à ton caractère et par rapport à ta manière de travailler. Est-ce qu'on peut résumer comme cela? Et c'est l'environnement par rapport d'ailleurs à une donnée. Tu changes une donnée, tu changes tout. Oui, tout à Là, fait. dans ces conditions, en étant entrepreneur et d'ailleurs, enfin, je brillais véritablement, hein, je j'ai aucune honte à le dire, hein. 400 du chiffre d'affaires, enfin, à ramener à la période, hein, bien sûr, mais 120 000 balles de chiffre d'affaires généré en 4 mois, c'est, finalement, c'est 4 fois plus que ce qu'on demande à des commerciaux. Forcément,
j'étais mis en avant, hein, d'ailleurs, c'était un peu gênant, je me rappelle, voilà, c'était un peu: «Prenez l'exemple sur Guillermo, prenez l'exemple sur Guillermo». C'était un peu, bon, c'était un peu too much, mais je te dirais, c'est important de comment je pense, comment on évite de devenir un bras cassé? C'est juste une question c'est important de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, ils existent, hein, en management. D'ailleurs, alors, normalement, on est censé tous savoir qu'un cadre est censé encadrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire poser un cadre, et donc ce n'est pas qu'une consigne, et souvent parce que si c'est qu'une consigne, c'est souvent emmené par l'ego de la personne qui la pose. D'accord? Donc c'est à la valeur ajoutée, c'est voilà, et c'est quelque chose qui est accepté par toutes les parties. D'accord? Hem et c'est une question d'assertivité. Voilà, et une question de faire des choix. C'est-à-dire qu'au-delà, au-delà de la fiche du poste, on doit pouvoir être en mesure dans une entreprise, dans n'importe quel type d'entreprise, de pouvoir faire un schéma heuristique, tu sais, un mind mapping de ce qui s'appelle la carte des responsabilités. Ce qui fait que chaque personne est responsable d'un périmètre donné et doit rendre évidemment des comptes sur tout ça. Tant que cette carte des responsabilités n'est pas bien définie, beh et que les frontières ne sont pas bien définies, tu vas voir que les personnes vont, tout simplement envahir le territoire, et notamment émotionnel, des personnes, de leurs collègues, hein, qui les entourent, avec des jeux psychologiques notamment. Tu sais? C'est vraiment ça, les jeux psychologiques, c'est mortifère, hein. C'est le fameux, triangle de Karpman que tu connais, victime, bourreau, sauveur, tu sais? Donc voilà. Donc comment on évite, d'être bras cassé? Eh bien, retour aux fondamentaux avec les bons soft skills. Tu vois, je comprends pas, pourquoi je ne vois pas enfin, je regarde pour m'amuser, mais les annonces pour les commerciaux, j'en vois pas une. Alors tout le monde parle de: «Oui, tu dois avoir un mental d'entrepreneur», sans comprendre de quoi ça retourne, hein, d'accord? Parce que derrière, il y a toute une question de remise en cause des process s'ils sont pas orientés efficience, hein, de toute façon. Donc c'est l'entrepreneuriat, c'est véritablement, tu crées ton job, et on te demande d'être entrepreneur en étant commercial, mais surtout sans, voilà, surtout, ne prends aucune initiative, hein. Et donc là, ça commence à être problématique. C'est que les personnes qui ont rédigé les annonces pour, des commerciaux censés être entrepreneurs n'ont pas compris ce que c'était la dimension entrepreneuriale. Mais cependant, il n'y en a aucune qui parle de discipline, et la discipline, c'est fondamental pour un commercial. Donc les fiches de poste sont pas forcément bien correctement, formalisées. Voilà, il y a plusieurs choses qui vont faire que, voilà, les recrutements sont faits par des personnes qui ne sont pas, totalement, qui ne comprennent pas forcément l'environnement, dans lequel cette personne doit rentrer. Par exemple, c'est le manager qui va dire: «Tiens, j'ai besoin d'une personne pour faire ça». Heu on va juste le consulter, en deuxième, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a trop de personnes qui vont être, amenées à être, on va dire, concernées par le recrutement d'une personne, tu vois? Là, effectivement, tu me parles de changement dans l'entreprise, j'allais y venir après, mais vraiment au niveau du salarié, de la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Hein, et je prenais l'exemple par rapport à toi, ce que tu as fait, c'est que tu es parti, hein, voilà. Oui, voilà, Qu'est-ce moi je suis qu'elle parti, peut oui. voilà, et donc tu as bien fait parce qu'effectivement tu te serais éteint et tu serais passé de la «star» entre guillemets, hein, comme tu le dis, à, un broken arrows, quelqu'un qui s'éteint parce que ta manière de faire ne correspondait pas à l'environnement, à la manière d'être qui était demandée. Donc est-ce que c'est ça pour la plupart? Comment on peut éviter? Est-ce qu'il faut avoir la force de partir, de dire: «Ça me correspond pas»? Comment on repère ça un peu? Alors vraiment au niveau salarié, puis on viendra à l'entreprise, après. À partir du moment où il y a plus de confiance, si tu veux, naturelle entre les personnes, tu sais, avec cette notion de partenariat, cette relation partenariale, dont je te parlais, hein, cette anticipation, cette envie de travailler, cette envie de jouer, à 2-3 mois près, comme je te parlais de cet exemple avec Coca-Cola. Hem, s'il y a plus ça, c'est compliqué. S'il y a Ouais. plus de confiance mutuelle,
entre les collaborateurs, enfin, entre les collaborateurs, oui, c'est une chose, mais entre le management et les collaborateurs, c'est important. À partir du moment, je pense, tu vois, où on est sans cesse en train de parler de gestion du temps au détriment de la santé. Je pense que la gestion du temps est une horreur. C'est une horreur, dont on hérite des années 80 où il s'agissait quand même de tout faire rentrer dans 86 400 secondes parce que c'est ton compte bancaire qui est comme ça toutes les 24 heures. Non, stop, on arrête. On arrête, je pense, je pose cette idée, mais c'est juste voilà, c'est juste une idée que, cette fameuse discipline de la gestion du temps qu'on comprend au développement personnel notamment, et surtout celui des années 80-90, je pense que c'est une des raisons majeures qui, induit, les syndromes de burn-out, bore-out, ce genre de choses. D'accord? Je pense sincèrement que quand tu es dans une entreprise, enfin moi il y a un autre livre qui m'a beaucoup plu, c'est Le pouvoir de l'engagement total de Tony Schwartz, hein, c'est un must have read. C'est vraiment cette notion de, gérer ses ressources, donc émotionnelles, intellectuelles, motrices et spirituelles. Donc il parle de ces 4 ressources-là, d'être en mesure de pouvoir gérer ses ressources, et donc ça inclut l'idée que, bah, en effet, une petite sieste de 15 minutes après manger, c'est pas mal. C'est même plutôt souhaitable. De travailler par période de alors 60 à 90 minutes, hein, et puis prendre une pause de 15 minutes, véritable, voilà, période, tu vois? Et ça veut dire quoi une pause? Ça veut dire que si tu fais un travail intellectuel, bah, tu vas prendre, 15 minutes pour faire le tour du pâté de maison, ou bien tu vas prendre une douche ou tu vas voilà. Je pense que c'est important de ne pas se laisser, avoir par cette transgression des cadres, tu vois? Par exemple, de dire, «Écoute, non», face à une interruption, hein, je ne sais pas si tu connais la référence de Gloria Mark qui dit que face à une interruption, c'est une universitaire et chercheur, de université de Californie qui dit qu'on met 25 minutes à revenir à notre état de concentration initial, après une interruption. Ne pas accepter, les interruptions, et surtout quand elles sont, trop nombreuses. Hem, Parce que du coup ça c'est un braquassage monstrueux, hein, pour le coup, une tâche qui doit te durer, 1 heure et demie, bah, finalement on va te prendre 5 heures, voire 2 jours. Heu et 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 donc voilà, donc du coup, c'est refuser, hein, les bracassages en fait finalement. Refuser, voilà, être hermétique par rapport à tout ça. Je pense que c'est important de voilà. Ouais, de poser ses limites, en fait, par rapport à qui on est et à ses besoins. Bah et c'est de poser ses limites, de poser le cadre et si le cadre est transgressé, bah, tout simplement de faire un rappel au cadre. Mmh. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc en face, effectivement, ce que tu disais, au niveau de l'entreprise, au niveau, du management et même de la gestion RH, donc tu as déjà parlé, de bien délimiter les responsabilités de chacun, hein, dans l'entreprise, pour justement il n'y ait pas de mix, les gens ne mangent pas un peu sur la responsabilité de l'autre et que tout ça soit flou. Et tu as parlé effectivement de la manière de recruter tout à l'heure. Est-ce que tu vois d'autres choses? Quels changements on doit faire justement au niveau de l'entreprise pour éviter ces bras cassés, pour éviter que des gens se retrouvent dans cette situation? Bah, écoute, pendant, super longtemps, on a parlé, en France et je me rappelle, c'est une femme extraordinaire qui s'appelle, Cécilia Durieux que j'avais rencontrée en 2009, au cercle des jeunes entrepreneurs de mémoire. Elle parlait déjà justement, du télétravail, d'accord? Et elle est venue, dans de grandes entreprises du CAC 40 pour proposer cette mise en place du télétravail. Mais finalement, c'est resté assez discret. Enfin, je pense que cette femme est juste une visionnaire, hein, du management, pour le coup. Je ne sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui, mais je lui fais confiance largement. Heu L'idée, c'est que finalement le télétravail, si tu te rappelles bien, Laure, beh, ça nous a été imposé avec cette histoire de Covid. Oui. On en a eu peur, de manière générale. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui ont pris les devants, ça va de soi. Mais on en a eu peur pendant longtemps parce qu'il y avait cette notion de: «Je ne peux pas encadrer, si je n'ai pas les personnes, juste en face de moi». C'est pas vrai. Non seulement on a été, on a été obligé de passer au télétravail pour des raisons, bah, que tout le monde connaît, mais en plus, ça a l'air de s'être super bien passé.
la plupart du temps en tout cas. Tu vois? Et je pense que c'est accepter les évolutions comme étant une nouvelle norme et de manière générale. Tu vois, je te prends un exemple qui n'a peut-être rien à voir, mais quand la photo est arrivée, les peintres, je prends ça sur un streamer, pas un streamer, n'importe quoi, un YouTuber, Seb, qui raconte des histoires de stars, de musiciens, de grands artistes, hein. Voilà. Il dit, lui, quand la photo est arrivée, les peintres ont eu peur. Quand le cinéma est arrivé, les gens de théâtre ont eu peur. D'accord? Euh, et c'est toujours l'évolution. C'est toujours la nouvelle façon de voir qui finalement emporte et donne et fait la nouvelle norme. OK? On a eu peur du télétravail, finalement ça se passe bien et on est de plus en plus à l'aise à travailler à distance, tous, plus ou moins qu'on est. Voilà. Il y a des entreprises qui engagent des personnes pour faire revenir les gens au bureau, mais finalement, c'est compliqué. OK? La prochaine étape, je pense que c'est, l'étape alors un peu difficile à dire en français puisque c'est ROWE ou ROWE pour Result Only Work Environment. C'est, Jody Thompson et Kali Ressler, qui sont, 2 anciennes RH de Best Buy, qui ont posé, hein, cette évolution du télétravail. Globalement, c'est organise-toi comme tu veux. Tu restes dormir au bureau pour terminer ton projet. Tu veux prendre 3 mois de vacances? Prends 3 mois de vacances. Tu veux arriver à 11 heures? Tu pars à 14 heures? Pas de problème. Du moment, et c'est là le plus important en ce qui concerne la responsabilité individuelle et collective en fait, du moment que tu atteins les objectifs que nous avons fixés ensemble, qui sont réalistes et atteignables et avec lesquels tu es d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela implique la notion de sens à donner à l'objectif. J'en parlais dans Question pour un champion de vente, où je parle d'objectifs SMART avec un S, SMART, pour sens à y donner. Tu verras que quand on met un peu de sens dans son action, ben finalement, ce dont on parle là en ce moment, le quiet quitting, ça n'aura plus aucune raison de faire parler autant de lui inutilement. Donnons du sens à nos actions et tu verras que, voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Jim Collins, encore une fois, parce que j'y fais énormément référence, mais il dit, je me rappelle, une pensée disciplinée donne une action disciplinée au service d'un personnel discipliné. Et bien, c'est très important parce que, non, bah, on enchaîne là-dessus. Tu as 5 niveaux, de patrons, hein. Selon Jim Collins, tu as les niveaux 1, 2, 3, 4, 5. OK? Les niveaux 1, 2, 3, ce sont les patrons qui vont regarder dans le miroir pour s'attribuer tous les mérites quand ça marche et qui vont regarder la fenêtre et qui vont regarder les salariés pour dire: «Ah, si ça marche pas, c'est leur faute». OK? Bon, c'est comme ça qu'on considère le patronat souvent en France. Mais il y a il y a aussi des patrons de niveau 4 et de niveau 5. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence avec les patrons de niveau 4 et de niveau 5? C'est que, voilà, c'est l'inverse. Ils vont regarder le miroir quand, ils s'aperçoivent que, la direction qu'ils ont prise, n'était vraiment pas la meilleure. C'est de leur faute si ça ne marche pas et quand ça marche, c'est systématiquement grâce, à leurs salariés. C'est déjà, tu vois, tu as 1, 2, 3 et donc qui se séparent de 4 et 5. D'accord? Hem, tu veux enfin, je te propose des exemples, hein, pour imaginer c'est quoi enfin, attention, c'est selon mon interprétation. Je regardais une interview, de Villemont de la Clergerie, LDSC. Je pense que Olivier et Laurent sont des patrons au moins de niveau 4, sinon de niveau 5. D'accord? Ils ont mis en place c'était une interview sur la mise en place de la semaine de 4 jours. Il n'y a pas que ça. J'imagine que le management est beaucoup plus vertueux qu'il ne peut l'être ailleurs, aussi, tu vois? Et la différence entre niveau 4 et 5, d'ailleurs, c'est le trait d'humilité. D'accord? Plus un patron, va communiquer dans la presse, plus il est de niveau 4 et plus il est humble et personne n'en entend parler, selon Jim Collins, hein, plus il sera de niveau 5. Tu vois? Donc voilà. Donc, si je résume, hein, et les points d'attention dans les entreprises, ça serait des managers qui encadrent réellement, déjà, hein, qui font leur Ouais. travail de manager, hein, Mmh. voilà, qui ont les moyens pour faire ça. Des dirigeants, effectivement, qui ont un certain positionnement, on pourrait dire une certaine sagesse et maturité, peut-être, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, oui.
un organigramme, en tout cas des responsabilités claires Mmh. pour chacun et des recrutements. Alors, comment on pourrait dire ça fait de manière intelligente, mais en tout cas avec des gens qui connaissent bien le métier. Pas que. Tu vois, j'étais en train de dresser un petit peu, certaines caractéristiques communes, aux personnes qui vont devenir, hein, ou qui sont déjà des broken heroes ou des bras Mmh. cassés. J'entends un set mental qui est orienté problème et pas solution, par exemple. Une personne qui a Oui, tendance à rentrer dans les triangles dramatiques, de Cartman, hein, dont je t'en ai parlé, victime, bourreau, sauveur. C'est tu sais, c'est quoi? C'est un jeu psychologique, c'est quoi? C'est, pour, des personnes, par exemple, le mien est mieux que le tien, hein, c'est Eric Berne qui pose cette classification des jeux psychologiques. C'est un peu l'idée de, «Oh là là, j'ai mal au cervical», ou bien je me suis fait mal au bras», tu vois? On dit: «Oh ça» et l'autre, elle va dire: «Ah bah, ça me rappelle quand mon os est sorti», tu vois? Hein, donc c'est mon bobo est meilleur que le tien, tu vois? Mais et puis derrière, c'est: «Ça va, tu pas trop mal?» Tu vois? Ce genre de choses. Tu quoi? Donc c'est de la perte de temps, hein, les jeux psychologiques. Tu as, les personnes qui ont perdu, le sens de ce qu'elles font, tu vois? C'est ou qui n'ont pas trouvé leur why. Tu connais le why de Simon Sinek? Le pourquoi est clé et c'est clé dans la motivation, hein. Tu vois? Tu as des personnes qui vont être, impactées, par, la démotivation, tu vois? Par le manque de motivation. Des personnes qui sont en dépendance totale au niveau logistique, qui ne prennent pas d'initiative, qui se réfugient derrière les process, qui prennent des décisions à l'ego, qui pensent qu'elles n'ont aucun intérêt à continuer à se former et ainsi de suite. Et et si tu veux, je pense qu'on ne recrute pas des bras cassés. On recrute des personnes qui sont adaptées plus ou moins bien au poste, d'accord? En fait et ça, c'est clé dans ce que je pose, tu deviens bras cassé par défaut, de motivation, par défaut de compétences ou par défaut de moyens et j'entends les moyens, ce n'est pas juste une question de budget dans un service, d'accord? Tu veux faire des choses, tu peux pas te développer. C'est aussi une question de moyens, dans le set mental. Tu vois? Des croyances qui vont limiter ton ta progression, des croyances qui vont limiter tes résultats. Face à un problème donné, tu sais que tu vas pas pouvoir t'en sortir, d'accord? Heu tu vas pas chercher, tu vas être orienté problème, tu vois? C'est vraiment, tu vois, où je te disais, des caractéristiques, communes, tu vois? Et donc on va faire le bras cassé va faire une succession, de bras cassages et c'est quoi un bras cassage? Puis néologisme oblige, hein, c'est l'action de bras cassé, de rendre dysfonctionnel tout ou partie d'un processus et souvent d'ailleurs avec conscience et je te rappelle vite fait la théorie, alors c'est pas moi qui en suis à l'origine évidemment, mais des coûts cachés, hein, parce que les bracassages engendrent des coûts qui sont cachés. Ça veut dire quoi? C'est un dysfonctionnement qui entraîne une série de régulations et ces régulations ne rentrent pas dans le bilan comptable. Comme cette histoire d'interruption. Ça a l'air de rien comme ça. C'est indolore, pourtant cette interruption, ces deux trois interruptions font que le boulot qui devait prendre 1 heure va prendre 5 heures. C'est un bracassage. D'accord? Un vol, prenons juste factuellement un vol alors je parle bien, d'une enveloppe, enfin d'enveloppe, de trombone, de fourniture, tu vois? Par exemple, juste ça. À l'échelle d'une personne, c'est pas grave. À l'échelle d'une entreprise, si tout le monde fait ça, ou en tout cas si 10 de personnes font ça, et bien ça impacte, de manière, durable, la participation au résultat de l'entreprise. On s'en rend pas compte comme ça, parce qu'on se dit: «Ah, c'est pas grave, c'est juste une enveloppe». D'accord, mais il y a une série de régulations qui vont pas tu vois, on va juste racheter des enveloppes. Voilà, c'est juste. C'est juste ça, tu vois? Et dans les bracassages, ça peut être alors ça c'est presque ça se voit pas, mais il y a des bracassages qui sortent un petit peu du système et qui ont une, incidence une série de bracassages, hein, qui ont une incidence totalement folle. Je sais pas si tu alors moi j'adore le jeu vidéo, hein, d'accord? Alors je joue paradoxalement assez peu, mais pour autant j'adore le jeu vidéo et le business du jeu vidéo, clairement. Et il y a à peu près 2 ans, il y a une société qui s'appelle CD Red Prodigy, qui a sorti un jeu qui s'appelle, Cyberpunk 2077. D'accord? Le jeu, il est, sorti avec plein de bugs, mais plein de bugs. C'était innommable sur PS4 et Xbox One. Et en fait, le cours de la bourse, hein, d'accord, il a dévissé.
hein. J'avais pris, attends, c'est qui? Attends 2 secondes, Insider Poland, hein, qui fait état en juillet 2022 du fait que l'action CD Red Project a dévissé de près de 75% en 1 an et demi. Donc la valorisation de l'entreprise est passée de 8,3 milliards d'euros à près de 2,1 milliards. Voilà. Et ça n'a pas empêché, figure-toi, ça n'a pas empêché les 5 membres du conseil de se partager près de 30 millions de dollars parce que il y a Witcher 3 qui avait fait un carton. D'accord? Ils ont quand même pris 30 millions de dollars à se partager à 5. Et les 865 autres employés se sont bon, répartis la même somme. Donc on peut dire c'est cool, en fonction de leur niveau hiérarchique et de leur ancienneté. Et tu sais pourquoi? Quelle a été l'excuse juste après cette multiplication de bras cassage avec, avec quand même Sony de mémoire qui retire le jeu de son store, hein, c'est la première fois que ça arrivait quand même, hein, tu vois? Et ils ont dit: «Bah, on a pris 30 millions parce que le contrat était formalisé de cette manière». Scandaleux, c'est scandaleux parce qu'on parle du braquassage, je t'en parle en disant que ça peut être le vol d'une orange, mais ça peut être aussi, des parachutes dorés, quand les résultats ne sont pas, attendus, ne sont pas, voilà, ne sont pas là, tout Ouais. simplement. Alors, on pourrait encore en parler longtemps parce qu'il y a énormément de choses à dire et puis ça touche, énormément de domaines dans Bah l'entreprise, oui, bien hein, sûr. autant au niveau de l'humain, hein, effectivement les jeux, psychologiques et puis la connaissance de soi, hein, le travail de connaissance de soi en tant que, collaborateur dans une entreprise aussi qui joue beaucoup, Mmh. hein, forcément si on parle de jeux psychologiques et puis, l'environnement comme tu dis, la manière dont l'entreprise est managée, dont elle est gérée au niveau des RH, dont, les dirigeants Mmh. fonctionnent. Donc on touche à énormément de sujets. Pour les gens qui veulent aller plus loin, est-ce que tu aurais un livre à nous proposer ou peut-être un de tes livres puisque tu as écrit de nombreux livres? Alors ouais, j'en ai écrit, 7, beaucoup plus sur la vente et le marketing pour tout te dire. Éventuellement, j'ai commencé, toute cette théorie, alors donc il y a 12 ans déjà, mais j'en ai parlé, dans certains podcasts, alors sur ma page YouTube que je n'ai absolument jamais lancée, donc ici il y a 30 abonnés, c'est le max. Mais bon, qu'importe, ça va arriver un jour, je m'en occuperai, j'aurai le temps de m'en occuper. Il y a Question pour un champion de vente où je parle déjà du Broken Arrows en dernier chapitre, hein, voilà. Mmh. Mais par contre, s'il y a un livre absolument indispensable et désolé chers auditeurs, ce livre n'est plus édité, mais c'est de la c'est, attends, le livre de Tony Schwartz, hein, Le pouvoir de l'engagement total. Alors quand je dis désolé, c'est que, si vous le trouvez à 80 balles, prenez-le, n'hésitez pas. Il est monté jusqu'à 250 balles. Aussi Bâti pour durer aussi, il n'est plus édité ou en tout cas pendant longtemps ne l'a plus été. J'ai pas hésité à le reprendre à 90 € aussi. C'est pas voilà, c'est pour des il y a des raisons pour lesquelles ces bouquins sont assez chers. Mais voilà, si les livres de Jim Collins, de la performance à l'excellence et Bâti pour durer sont vraiment des must-have. Et s'il y a que 2 livres à retenir, c'est 2 là, sans hésiter. Après, vous avez celui de Tony Schwartz, bien sûr. Voilà. Et puis après, si vous voulez me faire plaisir, vous achetez, aussi et apprendre un petit peu comment, mieux vendre aussi avec éthique, et bon sens et responsabilité. Il y a donc, tous mes bouquins, Questions pour un champion de vente et ainsi de suite. Voilà. On mettra le lien vers tes livres, hein, de toute façon, tu me Ouais. donneras le lien, on le Oui, mettra bien sous sûr. l'épisode. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Alors, où peut-on te retrouver également? Oui, il y a ma chaîne YouTube et puis j'ai lancé, très récemment, enfin, quand je dis très récemment, c'est février dernier, mes formations, on va dire à formation commerciale et marketing, hein, d'accord? Où je mets, vraiment en avant l'éthique et le bon sens, ça va de soi. C'est plusieurs ateliers qui se font, en distanciel, que j'anime vraiment, hein. C'est pas préenregistré ou quoi que ce soit. Je suis pas dans ce modèle, dans ce modèle-là. Je suis dans un modèle vraiment où je vais m'appuyer sur, finalement l'activité des personnes pour, les aider à se dépasser et mieux vendre. Pour l'instant, je me focus là-dessus. Je me focus sur ces formations que j'anime, hein. Je mets beaucoup de mise en scène derrière, pour que les personnes retiennent, hein, puisque, tu retiens mieux quand tu es dans un cadre de jeu. Donc voilà, et quand la personne est en effet, considérée tout ce que je te dis finalement sur le bras cassé, sur le broken arrows, le bracassage et ainsi de suite, j'applique évidemment tout ce qui peut générer l'excellence
selon les théories que j'ai pu lire, dont j'ai pu m'abreuver. Donc voilà, on peut me retrouver là-dessus. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et puis sinon sur LinkedIn, évidemment, hein, vous me rajoutez, je vous accepte. Si vous voulez discuter avec moi, il y a toujours mon calendrier. On peut discuter. Voilà, enfin, il y aura les liens, en effet, dont tu parles. Sinon, en effet, mes livres sont disponibles à la Fnac, sur fnac.com, sur amazon.fr. Dans pas très longtemps, j'ai envoyé le dossier il y a 2 semaines, donc ça va arriver sur decitre.fr. Alors, as-tu un dernier mot justement sur l'évolution du monde du travail avec tout ce qu'on s'est dit, sur les manières de travailler, de faire? Mais je pense que, on est en 2022, bientôt en 2023. Je te faisais référence à cette étude, de Dell et de l'Institut du futur, qui date de 2017, hein. Elle dit 2 choses, cette étude. Elle dit, la première chose, elle dit, on est en 2017, 85 des métiers de 2030 n'existent pas encore. Bon, je t'avouerai que maintenant, avec les data scientists, les streamers, qui sont quand même capables de lever, en quasiment 11 millions d'euros, pour des œuvres caritatives pour sauver la planète, je trouve ça exceptionnel. C'est des métiers forcément que, on va dire, les anciennes générations ne peuvent pas forcément comprendre, mais qui sont là, qui existent et qui rapportent, clairement, hein. Voilà, donc il y a pas mal de métiers qui existent aujourd'hui et ça va continuer évidemment. De toute façon, le monde du travail, comme tu voilà, tu fais des podcasts, sur ce sujet, est en constante évolution. Donc je pense que c'est important d'accepter ces évolutions. Hem, le dernier mot, c'est véritablement, se préparer, pour 2030, tu vois? C'est commencer à trouver son why, de réfléchir, de donner du sens à ses actions. C'est fondamental, parce que, voilà, tu vois, moi, je suis là depuis 2017 à écrire, à sortir mes livres. Je commence à faire mon trou et j'imagine en effet que, de plus en plus, je m'installe confortablement, enfin de plus en plus confortablement dans ce qui s'appelle un océan bleu, donc qui fait que, je il y a pas beaucoup j'ai pas beaucoup de concurrence j'ai de moins en moins de concurrence, d'accord? Tant qu'on est dans un océan rouge, tant qu'on est, juste à accepter un système où on va être, un parmi, tant d'autres, tant qu'on n'a pas travaillé ce qui fait sa spécificité, ça va être très compliqué, d'arriver en 2030, avec ces, 8 patrons différents ou 8 sources de revenus différentes, hein, parce que peut y avoir aussi Airbnb, peut y avoir, enfin ou l'évolution, hein, à ce moment-là. Mais voilà, en moyenne, on va avoir, 8 types voilà, peut-être même 8 types de contrats différents, de l'entrepreneuriat, du portage salarial. Je suis avec, tu vois, par exemple, on parlait de Calliope pour les formateurs. Moi, j'ai rejoint Freedom parce que en tant que sur une partie de mon activité, parce que, Freedom me permet d'accéder à Calliope sans que je fasse toute cette démarche qui dure 6 mois à 1 an, tu vois? Donc c'est génial. Préparez-vous parce que ça arrive, ça arrive. Voilà, tout simplement. Trouvez votre why le plus, vite possible, tout simplement. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.